Bon, nous allons commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à notre webinaire Instant Capacité, qui a pour thème ce mois-ci le cancer colorectal, en relation notamment avec le Mars bleu et l'engagement des professionnels de santé. Donc, merci aux participants de couper vos caméras et de couper votre son. Ce webinaire va être enregistré et on pourra le retrouver sur le site de notre CPTS. Alors, le dépistage du cancer colorectal et le cancer colorectal en général est une priorité de santé publique pour deux raisons principalement. D'abord, sa fréquence qui est importante puisque c'est une cause de mortalité qu'on retrouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, concernant le taux de dépistage, il est à l'heure actuelle encore trop faible, même si sur notre territoire, Besançon, Grand Besançon, métropole, on sent quelques frémissements à la hausse, mais là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Alors pour nous, c'est vrai que Mars bleu, c'est l'occasion de rappeler l'importance de ce dépistage et surtout la nécessité de tous nous mobiliser. Donc le webinaire, il va nous permettre d'abord de faire un point de situation actualisé concernant ce dépistage sur notre territoire, de rappeler le dispositif organisationnel du Mars bleu et les changements qui ont été introduits dans les invitations pour ce dépistage. Et puis en 2024, la CPTS a décidé de mettre en avant deux professions de santé particulièrement impliquées aux côtés de leurs collègues, les pharmaciens et les infirmières. Donc le programme dont vous avez pu prendre connaissance, on va commencer par une intervention de Raushan Rimzanova, qui est le médecin responsable du Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Bourgogne-Franche-Comté, mais plus spécifiquement pour la Franche-Comté, qui va donc évoquer ce dépistage, faire un point de situation, nous montrer l'évolution de son organisation et puis évoquer quelques initiatives en relation avec le Mars bleu. Et puis après, on aura le plaisir d'entendre une pharmacienne de Novillard, Pascal Pelletier, qui distribue, remet les kits de dépistage. Donc, elle va nous expliquer comment cela se passe dans son officine. Après, Leïla Hanouni, qui est chef de projet dépistage de cancer colorectal pour la CPTS et qui est une infirmière libérale, va évoquer une initiative que nous souhaitons prendre pour que ces kits de dépistage puissent être remis aussi par les infirmières. C'est quelque chose qui nous paraissait important au niveau de notre CPTS. Et puis, pour souligner, là encore, l'engagement des infirmières, nous aurons le témoignage d'Audrey Giovanni, qui est infirmière stomathérapeute au CHU, qui va nous parler de la stomie digestive, avec Madame Elisabeth Godot, qui est la présidente de l'Association des stomisés de Franche-Comté. Donc voilà le programme. Pour poser des questions, vous disposez d'un chat. Donc, posez vos questions pendant les interventions dans le chat et puis nous prendrons ces questions dans la dernière partie de ce webinaire. Donc voilà, donc je vais passer d'abord la parole à Raushan qui va nous présenter, donner une vision un peu globale du dépistage du cancer colorectal sur notre territoire et par rapport au Mars bleu. Voilà, je vous passe la parole, Raushan. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais essayer de partager l'écran. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien et j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien. Je vais, j'essaie, à Clémence, si jamais ça fonctionne pas, je vous demande de partager. Est-ce que ça... Voilà, ça a l'air de parfait. Merci. Par contre, voilà, c'est un peu embêtant parce que c'est pas plein écran, non?
C'est pas plein écran, mais c'est pas dramatique parce qu'on voit bien les diapositives. Enfin, je pense que tout le monde les voit bien. Là, on les voit plus. Mm. Non, mais Raushan, je pense que vous pouvez les passer, même si c'est pas plein écran. D'accord, je vais quand même. Voilà, je suis désolée. Vous m'attendez? Oui, tout à fait. On vous entend très bien. Mhm. Donc, vous connaissez, je pense, notre nouvelle organisation. Je vais essayer quand même à nouveau partager l'écran. Voilà, là, c'est parfait. C'est plein écran, là. C'est plein écran? Oui, tout à fait. Il faut que vous vous remettiez sur la première diapositive. Voilà. Ouais. Mm. Donc, vous connaissez notre organisation depuis 2019. Notre centre regroupe 5 antennes. Donc, une en Franche-Comté, 4 antennes en Bourgogne. Et donc, notre centre régional organise le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Euh, Pourquoi le programme national a été appliqué au cancer colorectal? Mais parce que c'est une pathologie fréquente et c'est une pathologie qui touche chaque année 47 000 personnes environ. L'incidence est en augmentation et comme vous le savez, il y a plusieurs raisons. La population vieillit, mais il y a aussi notre mode de vie qui change. Et pour cette pathologie, vous le savez très bien, la prévention primaire, elle a aussi toute son importance et qui est complémentaire par rapport au dépistage, qui est le synonyme de la prévention secondaire. Et donc, malheureusement, ce cancer constitue la deuxième cause de mortalité. Et c'est dommage parce que pour cette pathologie, nous pouvons agir vraiment en amont de l'apparition. Est-ce que vous voyez bien les diapositives? Donc voilà, sur cette diapositive, comme vous pouvez constater, avec le dépistage, nous pouvons agir en amont et normalement, le dépistage s'adresse à la population dite en bonne santé. Donc, c'est la population qui ne présente aucun signe clinique. Et donc, c'est un dépistage qui a prouvé son efficacité dans le monde entier, puisqu'il permet de détecter des lésions cancéreuses, mais aussi des lésions précancéreuses. Et ce qui est intéressant avec ce dépistage, on peut réduire la mortalité par cette pathologie, mais on peut également réduire la morbidité. Donc, on peut réduire le nombre de nouveaux cas grâce à la détection des lésions précancéreuses. Alors, est-ce que vous voyez bien la diapositive? Ça va? Donc voilà, en fait, ce sont des estimations qui étaient faites au niveau national avec le taux de participation actuel au niveau national qui s'élève à 35%. Il y a environ 2800 décès qui sont évités chaque année. Si on augmente ce taux de participation et si on répond au guide de qualité européen qui préconise le taux de participation à 65%, on peut éviter 6 600 décès par an en France. Donc, vous voyez, nous sommes encore loin et il faut qu'on agisse tous ensemble pour augmenter ce taux de participation, pour réduire la mortalité de façon significative. C'est la même chose pour les nombres de nouveaux cas. Donc, avec le taux de participation actuel, il y a environ 2500 nouveaux cas qui sont évités chaque année. Et si on augmente notre taux de participation, près de 5700 nouveaux cas seraient évités grâce à cette participation en France.
Alors, quelques nouveautés par rapport au programme de dépistage. Alors, ce sont des invitations, hein. Donc, les changements ont été mis en place à partir de janvier 2024. Et donc, à partir du 1er janvier, c'est l'assurance maladie qui envoie les invitations pour les 3 dépistages existants. Pour le côlon, première invitation version papier avec les 2 étiquettes que vous connaissez, la petite étiquette pour coller sur le tube et la grosse étiquette sur la fiche d'identification des patients. Et ensuite, il y a la relance 1 à 6 mois dématérialisée et la relance 2 dématérialisée quand il y a simple relance et papier si il faut envoyer le test à domicile. Donc, vous le connaissez, hein, cet envoi à la deuxième relance concerne les personnes qui ont participé au moins une fois à 3 dernières campagnes de dépistage. Donc, ces 2 relances dématérialisées, la personne peut trouver sur son espace Amélie. Donc pour le sein, c'est la même chose, l'invitation une papier avec les étiquettes, relance 1 ou 2 dématérialisée dans l'espace Amélie. Donc la relance 2, c'est un ajout par rapport à l'ancien cahier des charges. Et rapidement pour le col de l'utérus, parce qu'il y a un changement qui est très important. L'invitation, la relance 1 à 6 mois, donc ce sont 2 invitations dématérialisées sur l'espace Amélie. Et ensuite, la relance 2 à 12 mois sous format papier. Il n'y a plus d'étiquette. Et donc, c'est au préleveur de cocher la case dépistage organisé sur le bon qui accompagne le prélèvement, puisque la femme doit avoir la prise en charge sans avance de frais de l'analyse. Donc, c'est important de cocher cette case et l'invitation vaut prescription médicale. Voilà, donc ce sont des derniers changements liés aux 3 dépistages. Alors, la remise de tests. Maintenant, donc, comme vous le savez, avec des nouveaux dispositifs, avec les médecins traitants, gynécologues, gastro-entérologues, des médecins qui exercent dans les centres d'examen de santé, et nous avons aussi des pharmaciens qui peuvent remettre ce test après avoir suivi une formation avec notre centre. Donc, ils sont très impliqués dans ce dépistage parce qu'on voit que la proportion des tests réalisés suite à cette remise dans les officines, elle est en augmentation. Et c'est vrai que les pharmaciens qui ont beaucoup des nouvelles compétences, ils sont en fait, ils ont beaucoup de travail en ce moment, mais malgré tout, ils commencent activement à remettre ces tests. La deuxième possibilité, c'est de commander ce test sur l'espace Mon kit dépistage colorectal. Donc, la personne tombe sur France Connect et ensuite la personne doit préalable répondre au questionnaire. Donc, si la personne est éligible, elle peut commander son kit sur cet espace. Donc, il y a encore une troisième possibilité, c'est l'envoi par l'assurance maladie, cette fois-ci, du kit avec la deuxième relance à toutes les personnes éligibles. Et puis, il y a une dernière possibilité aussi qui est très importante, c'est dans le cadre d'expérimentation ou de recherche. Donc, cette partie sera développée tout à l'heure par Leila. Alors, le taux de participation, vous voyez, il est encore faible pour la période 2021-2022. Dans le Doubs, il s'élève à 37%. Là, on vient de remonter nos données à la Santé publique France pour la période 2022-2023. On voit bien que ce sont des tendances qui sont plutôt correctes parce que le taux de participation a augmenté dans le Doubs à peu près de 2-3% et ça concerne les autres départements. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est bien, mais ce n'est pas assez pour réduire la mortalité de façon significative. Ce qui est intéressant en Franche-Comté, depuis la mise en place de ce dépistage, depuis 2008, on voit quand même que le taux des cancers détectés grâce au dépistage, des cancers de bon pronostic, est en augmentation. On voit de plus en plus des cancers très localisés qu'on appelle des cancers in situ. Et donc, on voit de plus en plus de cancers
qui sont traités par une chirurgie exclusive. Donc, il n'y a pas ni chimio ni radiothérapie. Et on voit de plus en plus de cancers qui sont, on va dire, soignés ou traités parfois avec une muqueusectomie. Donc, il n'y a même pas de chirurgie. Le patient subit juste une coloscopie qui peut être déjà efficace. Alors, sur cette carte, vous voyez le taux de participation par communauté de communes. On voit quelques disparités sur les 4 départements. Et en fait, des zones pâles, ce sont des zones où il y a très peu de médecins généralistes. Et donc, on voit que, en fait, il y a quand même quelques inégalités d'accès au dépistage. Et pour pallier ces inégalités, voilà, avec ce nouveau dispositif, les pharmaciens et les nouveaux corps de métier maintenant peuvent remettre ce test. Je pense que ça va être très intéressant les années qui viennent. Alors, sur la carte suivante, on voit pour la même période, en fait pour 2022, on voit quand même quelques inégalités au niveau de la démographie médicale. Il y a des zones où il y a très peu de médecins généralistes et il y a des zones où il y a très peu de gastro-entérologues. Donc, vous voyez, ces inégalités jouent sur le taux de participation. Donc là, il y a des pharmaciens qui interviennent et j'espère que sur notre territoire, les infirmiers aussi peuvent aussi jouer leur rôle très important. Et en fait, ces déserts médicaux aussi jouent sur le délai de la prise en charge de ces patients. Donc, vous voyez, ce sont des délais que j'ai représentés pour l'année 2021-2022 entre la date de réalisation de tests et la coloscopie. Et donc, voilà, ce délai peut aller jusqu'à 4 mois. Donc, ça devient un petit peu long. Et ce qui était intéressant dans le Doubs, par la CPTS Grand Besançon, donc il y avait quelques initiatives qui étaient euh, mises en place l'année dernière qui permettent de prendre en priorité des personnes qui ont eu un test positif dans le cadre de dépistage. Et pour l'année 2023, on voit déjà que ce délai va plutôt vers la diminution. Donc ce délai maintenant s'élève à peu près à 90 jours à lieu de 104 jours en 2022. Alors sur cette carte, nous avons découpé le territoire Grand Besançon par iris. Et donc, vous voyez, il y a quand même quelques disparités au sein de Besançon. Et en fait, grâce à ce diagnostic territorial, nous avons identifié quelques zones déficitaires par rapport à ce dépistage. Et là, donc, nous mettons ensemble avec le CPTS de Besançon des actions, notamment dans le quartier Clair-Soleil, que Léla va développer tout à l'heure. Donc, voilà, c'est important de travailler sur des problématiques locales avec une équipe multidisciplinaire et prendre ces décisions collégiales voilà, sur notre territoire. Alors, je voulais juste vous évoquer, ce n'est pas encore publié, donc vous connaissez bien notre campagne Mars Bleu hein, au niveau national qui est relayée également au niveau local. Et donc nous avons en Franche-Comté à peu près une cinquantaine de manifestations tous les jours. Et donc vous voyez notre dispositif polype, hein, cette fois-ci c'est un polype bénin qui n'est pas méchant, qui n'est pas normalement évolutif. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Donc, ce sont des actions qui permettent d'aller vers le public, aller vers et toucher et travailler de façon individuelle avec toutes les personnes lors de ces campagnes. Donc, c'est important parce que suite à ces campagnes, on voit tout de suite en avril et mois de mai, on voit le taux de participation augmente toujours entre 10 et 15% par rapport au mois précédent. Donc, on voit tout de suite l'impact direct de toutes nos actions.
Et donc, comme tous les ans, nous avons aussi ce dispositif qui s'appelle Colon Tour ou le Colon géant. Et cette année, en Franche-Comté, nous avons 7 journées de colons gonflables. Et c'est pareil, c'est un dispositif qui marche très, très bien parce qu'on voit tout de suite une augmentation de taux de participation et taux de réalisation de tests immunologiques. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Raoshan, d'avoir tenu le temps, puisque on avait prévu 20 minutes et vous avez tenu exactement 20 minutes. Je voudrais simplement profiter de ce que vous avez dit sur les délais entre un dépistage positif et la réalisation de la coloscopie. On a eu l'occasion d'avoir des échanges avec notamment avec les gastro-entérologues de ville, mais pas seulement, avec ceux de l'hôpital, pour que effectivement ils réduisent le temps entre le moment où un test est positif et celui où la coloscopie est réalisée. Et ils ont été engagés à nos côtés et effectivement, il semble que les choses bougent plutôt dans le bon sens, dans la mesure où effectivement ce temps a été réduit et donc les pertes de chance pour les patients aussi ont sans doute diminué. Donc merci beaucoup aux gastro-entérologues de leur implication par rapport à ce dépistage du cancer colorectal et à la réalisation dans des délais acceptables des coloscopies. Alors peut-être il y a des gens qui ont laissé leur micro ouvert. Est-ce que vous pourriez le couper? Voilà. Notamment à Suso, qui a l'air d'être le... Si vous pouvez couper votre micro, ce serait bien. Donc, je vais passer la parole maintenant à Pascal Pelletier, qui est donc une des pharmaciennes qu'a évoqué Raoushan, qui sont engagées dans la remise des kits. Donc, est-ce que, Pascal Pelletier, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe concrètement dans votre officine? Oui, oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, en 2022, on a suivi la formation en visio qui a été faite par le CRCDC, qui nous a ensuite permis de pouvoir nous lancer dans la distribution des kits de dépistage. Donc, tout d'abord, il faut se procurer le matériel. Donc, sur notre compte Amélie Pro, vous pouvez aller commander les dispositifs. Donc, il faudra bien valider votre panier parce que c'est pas évident et la première fois, je me suis ratée. Donc, vous pouvez commander 1 ou 2 kits. Je crois qu'il y en a 20 ou 25, ben, 1 ou 2 cartons et il y a 20, 25 kits par carton. Environ 15 jours de délai de livraison pour pouvoir vous lancer. Ensuite, vous devez vous procurer des questionnaires et des enveloppes T. Donc ça se procure au CRCDC, soit par téléphone. Donc tout à l'heure, sur le diaporama, il y avait les coordonnées du centre, avec aussi une adresse mail contact.fc, qu'on vous mettra sûrement dans le chat, pour que vous puissiez commander questionnaires et enveloppes T. Quand vous recevez vos kits, on nous avait conseillé d'ouvrir une enveloppe pour voir comment se présenter le kit en 3 volets, voir le tube, le moyen de prélèvement. Vous avez aussi une vidéo sur YouTube qui peut vous montrer concrètement comment réaliser ce kit, mais tout est vraiment très bien expliqué à l'intérieur. Il faut juste bien expliquer aux patients de prendre le temps de le lire avant de se lancer dans ses toilettes. Donc, une fois qu'on a notre matériel, on peut se lancer dans le recrutement du patient. Donc, à la pharmacie, on a plusieurs façons de faire. On a mis des petites affichettes sur chaque comptoir pour parler de ce dépistage et s'ils sont éligibles entre leurs 50 et 74 ans, on peut en parler. Pour l'instant, je vous avoue que c'est beaucoup la démarche du patient. Le patient vient lui-même avec le courrier qu'il a reçu ou alors il vient nous en parler parce qu'il a su que les pharmacies délivraient les kits. On peut aussi, des fois, dans la conversation avec le patient, lors d'une ordonnance ou de X raisons, orienter notre discours sur ce dépistage, parler avec eux du dépistage, voir où ils en sont. Et la dernière solution serait que nos super logiciels informatiques nous mettent des petits pop-up
qui nous rappelle l'âge du patient, de 50 à 74 ans, donc leur éligibilité. Ça nous rappellerait qu'on peut leur donner, même si dans le contexte, on le fera ou on ne le fera pas, peu importe. Mais au moins, on a tellement de choses à penser que ce serait bien qu'on ait ça. Et j'ai eu ce matin notre logiciel LGPI qui, apparemment, pour Mars Bleu, va le mettre en place. A priori, ça va être mis que pour Mars, mais si ça fonctionne bien et que tous les pharmaciens demandent à leur assistance logicielle que ça se généralise, ça pourrait être vraiment bien pour nous pour en donner encore plus. Donc, une fois qu'on a vérifié l'âge du patient, il va falloir, et son éligibilité, on va aller chercher un questionnaire et on va vérifier avec lui qu'on peut lui remettre le kit. Parce que du coup, c'est pas forcément obligatoire de lui délivrer le kit s'il répond oui à une des questions. Donc, vous voyez toutes les questions qui défilent. Alors, soit on le fait au comptoir, on tourne la feuille vers le patient qui sait la lire et qui prend son crayon et qui coche ses cases, soit on va dans la salle de confidentialité pour en parler plus librement et que ce soit plus facile à aborder comme sujet. Il faut absolument bien remplir le médecin traitant du patient parce que le médecin traitant va lui aussi recevoir les résultats du dépistage. Nom, prénom et numéro de sécu. Est-ce qu'il a reçu une invitation au dépistage ou non, si c'est une demande spontanée ou via la pharmacie et la conversation. Et si jamais le patient répond oui à une des questions, on ne lui remettra pas le kit. Ce ne sera pas analysé. Et à ce moment-là, vous le dirigez vers son médecin traitant. Si jamais il atteste n'avoir aucun problème, aucun antécédent et ne pas avoir fait de coloscopie dans les 5 ans, on peut à ce moment-là lui remettre le kit. Si jamais le patient est en dehors des clous avant ses 50 ans, le test ne sera pas analysé. Après ses 74 ans, s'il a reçu le courrier fait foi. Donc oui, ce sera analysé. Mais s'il vient à 75 ans, ce n'est pas la peine de lui donner de kit, il ne sera pas analysé. Pour l'instant, on n'ouvre pas le kit avec le patient, mais c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire, à voir. En général, nos patients l'ont déjà fait, donc ils savent comment ça marche. Mais peut-être que pour une première fois, si jamais on a à le faire, peut-être que ce serait bien d'ouvrir le kit avec eux. Il faut bien leur préciser que le kit ne doit pas être posté un samedi après-midi ou un dimanche ou une veille de jour férié, parce que le kit doit être analysé dans les 24 heures. Donc, il faut qu'ils le postent du lundi au samedi matin. Non, même pas le samedi, non, vendredi, maxi, pour que ce soit analysé comme il faut et que ce ne soit pas refusé. Bien dire aussi au patient de noter sa date de prélèvement sur les papiers et de bien coller ses étiquettes. S'il a reçu un courrier du CRCDC, les étiquettes sont pré-remplies. S'il n'a pas eu ce courrier, il le remplit lui-même. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Encore une fois, le kit est très, très bien fait. Donc, le patient repart avec son kit. Dorénavant, la rémunération du pharmacien, elle se fait en 2 étapes. La première, c'est avec la rémunération du kit de 3 €. Et là, maintenant, depuis le 1er janvier 2024, ça se fera la deuxième étape de 2 € seulement si le patient réalise le test. Quand le patient vient et qu'on lui remet son kit, on fait une ligne de facturation dans notre logiciel et c'est le pharmacien qui est prescripteur. La ligne de facturation, elle est à 1 centime pour acter et dater et on est payé en ROSP l'année suivante. Il faut bien surveiller vos facturations et vos ROSP qui suivront. Vous pouvez envoyer, dans tous les cas, il faut envoyer le questionnaire au CRCDC. Je ne sais plus si je l'ai dit ça, mais même si le patient répond oui lors du questionnaire, vous ne remettez pas de kit, mais vous envoyez la feuille au CRCDC pour que les données soient enregistrées. Et on peut mettre 8 questionnaires par enveloppe. Les enveloppes sont préaffranchies, c'est des enveloppes T. Et puis voilà, je crois que j'ai fini avec tout ce que je devais dire pour l'instant. L'idée, ce serait peut-être qu'en discutant avec d'autres pharmaciens et équipes, l'idée, ce serait peut-être de plus nous aborder le sujet avec les patients au lieu que pour l'instant, c'est plus lui qui vient à notre comptoir et on le renseigne, on lui donne. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on cible plus nos patients, qu'on garde un peu plus l'âge des patients pour leur en parler. Voilà. Parce que merci beaucoup. L'accueil des patients est plutôt positif parce qu'en fait, c'est les patients
qui viennent Voilà, c'est eux-mêmes eux qui ont la chercher le démarche. kit. Aujourd'hui, Par c'est eux contre, qui viennent pour ça. par- Quand on a la démarche, nous, dans la conversation, moi, j'ai eu 2, 3 personnes qui ont refusé et qui préfèrent ne pas savoir, que ça les embête, elles ne veulent pas le faire. Pour des femmes, c'est des femmes qui ne font même pas la mammographie alors qu'elles sont dans la même cible de tranche d'âge. Maintenant, on en a parlé, c'est une petite graine qui peut germer, c'est déjà très bien. Après, on ne peut pas les prendre par la main et le faire ou leur imposer de toute façon, mais peut-être qu'ils en reparleront. Avec des campagnes comme Mars Bleu, ça fait du chemin aussi dans la tête des gens. Il y a des campagnes grand public et on va avancer. On avance déjà. d'accord, très bien. Et est-ce que vous avez un retour sur la positivité ou non du test? Oui, malheureusement, nous avons un patient qui a fait son test l'année dernière en octobre. Son test est revenu positif. Et ce patient est venu pas plus tard qu'hier à la pharmacie et il est malheureusement dans un dispositif en cancérologie et il va bientôt être opéré. On va lui enlever 40 centimètres d'intestin. 90% de chances pour qu'il ait rien, 10% pour qu'il ait quelque chose. Il a suivi les avis des cancérologues et il va se faire opérer bientôt après 2, 3 batteries d'examen encore avant l'intervention. D'accord, Voilà, donc c'est une chance pour lui d'avoir pu faire son dépistage vraiment à ses 50 ans. d'accord. Et vous avez des échanges avec les médecins traitants? Alors, pas sur ça. On en a eu sur d'autres sujets, mais pas sur le dépistage. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec eux. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. On verra s'il y a d'autres questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Si je peux juste compléter, Oui, merci beaucoup pour ces explications très claires et complètes. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais la démarche des pharmaciens doit être proactive, hein. Il faut, voilà, si vous avez le temps, c'est à vous de demander les patients s'ils souhaitent ou non participer au dépistage. Une petite remarque, en fait, maintenant les invitations, ce sera les invitations de l'assurance maladie. Ah, donc, parce qu'en fait, c'est plus les invitations du CRCDC, ce sont des invitations de l'assurance maladie. très bien. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure dans votre diaporama. Ouais. Très bien. Donc, on va passer à l'intervention de Leïla Hanouni. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Leïla est infirmière libérale dans un quartier de Besançon et elle est chef de projet au niveau de la CPTS sur le dépistage du cancer colorectal. Et donc, elle va nous parler un petit peu de ce que la CPTS envisage de faire, notamment par rapport aux infirmières. Leïla. Bonjour, je me présente donc Leïla Anouni, je suis infirmière libérale située dans le secteur des Clairs-Soleil et donc chef de projet par rapport au dépistage du cancer colorectal. Donc à la suite donc de mes investigations et de l'ensemble de notre groupe de travail, nous nous sommes pardon? Non, non, vas-y, Leïla, je Ah, pense que c'est quelqu'un qui a pas coupé son micro. Donc, nous avons positionné donc un groupe de travail pour que les infirmières libérales puissent elles aussi distribuer donc les kits aux patients qu'elles ont dans leur cabinet, donc qui correspondent à l'âge cible. Et donc, pourquoi? Car en fait, en tant qu'infirmière, on est au plus proche du patient. Nous avons un travail de proximité, d'information, de prévention et on est beaucoup plus à même de pouvoir peut-être être beaucoup plus rationnel et comment dirais-je ça, d'expliquer en fait aux patients l'importance en fait de ce dépistage. Donc, avec le groupe de CPTS, nous avons pris contact auprès de l'ARS pour que le quartier des Clairs-Soleil soit le quartier pilote donc, par rapport à ce protocole local et afin que l'ensemble des infirmiers de ce secteur puissent être à même de pouvoir délivrer les kits. Bien entendu, nous serons formés, hein, on ne va pas aller comme ça, nous serons formés et on accompagnera les patients dans cette prise en charge. N'oubliez pas que
au regard des chiffres que Madame Raouchan vous a donnés, vous a communiqués, on s'aperçoit qu'il y a au niveau du secteur un taux de participation qui n'est qui est, on va dire, plus ou moins bas. Et donc, afin d'éviter donc une grande morbidité, nous, en tant qu'infirmières, on est là pour donc prévenir et donc faire augmenter quand même ces chiffres à la hausse au niveau de la participation. Et pourquoi pas, du fait des déserts médicaux qu'on peut constater aussi notamment dans la Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi pas étendre ces protocoles locaux sur l'ensemble des professionnels infirmiers libéraux. Donc, le but, c'est quand même de soulager les médecins, d'être à proximité des patients, mais surtout, prévention, information, les maîtres mots pour que la courbe puisse s'inverser et qu'on arrive sur une perspective, comme disait Raouchan, de 6 600 personnes. Donc voilà, donc nous, notre objectif, du moins moi, mon objectif en tant que chef de projet, c'est vraiment d'impliquer les cabinets infirmiers libéraux et de les sensibiliser donc à la délivrance des kits. Voilà, donc on travaille bien évidemment en partenariat avec les médecins et avec les pharmacies. Ça va ensemble, c'est bien important. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ce patient et de lui présenter et de dédramatiser en fait ce prélèvement parce qu'il est vécu, pour l'ensemble de ces patients, il est vécu comme quelque chose qui n'est pas très, je mets les guillemets, pas très propre. Donc c'est vraiment de les accompagner et de leur expliquer que l'acte en lui-même est important. D'où donc ce protocole local. Donc voilà. Est-ce Très que vous bien. avez des questions? Mais les questions, on les prendra tout à l'heure si tu veux Ouais. bien, Leïla. Merci beaucoup d'avoir insisté sur l'importance que les infirmières puissent s'engager à nos Parfait. côtés. Donc là, on est, comme tu l'as rappelé, dans une expérimentation qui devrait démarrer rapidement sur un quartier ou plusieurs quartiers de Besançon. Et si c'est probant, l'idée, c'est de pouvoir l'étendre sur l'ensemble du département, peut-être la région, voire au niveau national, parce qu'à notre connaissance, ce type de démarche n'a pas été développé ailleurs. Nous serons vraiment les premiers à mettre en place ce protocole local et bah, ce serait une première pour la CPTS, pour Besançon et une première en France. Très bien. Merci beaucoup. Donc, il nous paraissait important pour ce webinaire aussi de parler des soignants et des malades. Et donc, je remercie Audrey Joanny, qui est stomathérapeute au CHU de Besançon, d'avoir accepté de nous expliquer quel est son travail pour des patients qui ont eu un cancer colorectal diagnostiqué, qui ont été opérés et pour lesquels une stomie digestive est envisagée. Donc, si vous pouviez nous expliquer un petit peu quel est votre quotidien, quelles sont vos relations, bien sûr, avec les soignants, les chirurgiens, mais aussi avec les patients. Et puis ensuite, on donnera la parole à Elisabeth Godot, qui représente l'Association des patients stomisés. Donc, Audrey, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, c'est Audrey Joigny, je suis infirmière stomathérapeute au CHU de Besançon. À l'origine, j'étais infirmière en service et j'ai passé donc un diplôme en plus pour être stomathérapeute. Donc mon quotidien se présente sur l'accompagnement principalement du début jusqu'à la fin des patients qui ont une stomie, entre autres digestive. Alors, principalement pour les cancers colorectals, ça reste pour les cancers du rectum, parce que quasiment systématiquement, les patients ont une iléostomie de protection, alors que pour les cancers du côlon, c'est un peu moins régulier. Et sinon, c'est aussi pour les patients qui sont opérés en urgence suite à une occlusion ou à un dépistage tardif et où ils ont une stomie en urgence. Et donc, je suis là principalement vraiment pour les accompagner du début jusqu'à la fin. Quand je dis jusqu'à la fin, ça dépend si c'est provisoire ou définitif.
Si c'est provisoire, donc c'est jusqu'au rétablissement de continuité. Et si c'est définitif, ben, c'est une fois par an, c'est par la suite si besoin, c'est à la demande du patient. J'interviens pendant l'hospitalisation, j'interviens avant l'hospitalisation. À partir du moment où le chirurgien donne le diagnostic, parle de l'opération et si le patient risque ou aura une stomie digestive, je les vois avant l'opération pour pouvoir échanger, présenter, parler un petit peu de tout ça par rapport de ce que peut être le quotidien avec une stomie digestive, de ce que peut, enfin, de ce qui peut se passer par la suite. Et ensuite, je les revois pendant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Donc tout ça, c'est en partenariat avec les équipes paramédicales principalement, les équipes, des chirurgiens. Et justement, il y a un gros partenariat aussi avec l'association Urilco. Donc, c'est pour ça qu'il y a Elisabeth Godot qui va nous en parler parce que ça permet vraiment un échange aussi autre qui n'est pas professionnel paramédical et reste qu'on ne vit pas les mêmes choses du tout que les patients et on reste des professionnels et qui ne vivent pas les mêmes choses à des stades différents, bien sûr. Donc après, principalement, c'est un accompagnement, c'est répondre à leurs questions, c'est, être présent, ben, s'il y a des «complications» entre guillemets, même si ce n'est pas des complications graves. Ça peut être, des complications type, de voilà, de décollement ou de fuite ou autre, mais ça peut être aussi des complications autres, un peu plus, particuliers avec, voilà, d'autres complications qui peut y avoir au niveau d'une stomie. Donc, le but, c'est vraiment d'être présent pour pouvoir les accompagner, vraiment tout le long et si besoin, ben, les orienter vers le chirurgien ou vers, d'autres professionnels. Mais, être là vraiment et pour, principalement être, juste présent, pour les accompagner, de A à Z. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur vos relations avec la médecine de ville et en particulier avec des infirmières comme Leïla qui prennent le relais ensuite à domicile par rapport à ces patients? Alors, on essaye au maximum pendant l'hospitalisation que les patients soient autonomes avec leur stomie, que ce soit une iléostomie, que ce soit une colostomie ou provisoire ou définitif. On essaye vraiment, qu'ils soient autonomes, mais c'est pas toujours faisable, et si on voit que les patients ne peuvent pas être autonomes, à ce moment-là, on mettra en place des aidants, et c'est là qu'on va prévenir, ben, l'infirmière libérale ou échanger aussi par mail ou par téléphone si, ils voient des problématiques un peu, particulières. Et quelquefois, on a un suivi un peu plus particulier s'il y a des problèmes, particuliers aussi. Mais, voilà, on aura beaucoup plus, un échange avec, enfin, spécialement, j'ai plus un échange avec les infirmières libérales qu'avec les médecins traitants. Mais, les médecins traitants, certaines fois, me les renvoient si les patients, leur parlent de désagréments qu'ils ont ou de problèmes qu'ils ont, de questions. Donc ils me les renvoient, et les infirmières libérales, pareil, donc on fonctionne beaucoup par mail, avec certaines, beaucoup par téléphone au moment où elles y sont et puis, soit je le revois, soit, on essaye de faire en sorte, que ce soit au mieux, quoi. D'accord. Est-ce que Leïla, tu veux rajouter quelque chose par rapport à… Oui, nous avons eu nous aussi le cas d'un patient pour lequel il avait une poche de stomie. Effectivement, ce que disait donc ma collègue, c'est que effectivement, on se rend compte qu'il y a des moments où en fait, il y a des lésions cutanées au pourtour de la stomie, des complications cutanées qui font que ben, c'est ingérable pour le patient, c'est même très délicat pour lui. Donc, ce qu'on fait, on appelle, on envoie des mails. On envoie des photos par moment pour voir l'état cutané et à partir de ce moment-là, donc on change de dispositif de poche et après, ça va très bien quand on a rencontré l'infirmière stomathérapeute qui nous a donné d'autres protocoles parce que voilà, il faut adapter le protocole en fonction de chaque type de peau, de chaque poche, de chaque stomie. Voilà, c'est vraiment, mais c'est du très beau travail généralement par les infirmières stomathérapeutes. Très bien, merci beaucoup. Donc on va donner la parole
à Madame Godot, donc, qui est une patiente qui a eu une stomie et qui préside une association de stomisés au niveau de la Franche-Comté. Donc, merci Madame Godot d'avoir accepté de témoigner. Donc, je vous passe la parole. Bonjour, donc je vous parle rapidement de mon expérience, bien sûr, de stomisée digestive. J'ai d'abord eu une iléostomie. Hélas, les rayons ont beaucoup abîmé les muqueuses et je me suis retrouvée avec... j'ai été remise en continuité, excusez-moi, et après, les rayons ont abîmé les muqueuses et du coup, tout a lâché et je me suis retrouvée avec une colostomie définitive. Alors, je suis dans la 16e année de ce que j'ai appelé mon aventure stomie, parce que c'est vraiment une aventure, on peut le dire avec plus de sourire après, mais le départ est quand même difficile. Même si on est stoïque ou solide, c'est pas évident. Apprendre son cancer colorectal, puis la découverte en post-op de tout ce qu'est la stomie, donc cette fameuse poche, comme on a dit entre guillemets, qui nous a tant angoissés avant l'intervention, et puis le cortège des suites opératoires pas toujours simples, c'est ce que j'ai appelé le début de cette aventure. La pose d'une stomie, sans faire de baratin, c'est un bouleversement. C'est un événement violent, moralement comme physiquement, car cette stomie, donc cette poche, ça vous arrive de façon autoritaire, c'est imposé, il n'y a pas le choix. C'est pour notre bien, et surtout si on veut rester en vie, mais il faut le digérer quand même. Tout ce qui faisait notre quotidien est chamboulé, apparaissent des sentiments forts et contradictoires qui vont t'obliger à réagir. Parce que cette réaction, c'est ce qu'on appelle notre capacité de résilience, qui, lorsqu'elle se réveille, enfin, c'est une réelle chance parce qu'elle va permettre l'acceptation de l'événement et d'apprivoiser la nouvelle donne et surtout la nouvelle image de notre corps. Pendant le long périple de ces 5 années de chirurgie, car j'ai été opérée sur 5 ans, tous les ans, j'ai découvert une phrase du docteur Montessori qui s'occupait d'enfants, que tout le monde connaît, enfin, dont on connaît la réputation, et cette phrase m'a percutée. Elle disait d'un handicap que c'était être le même autrement. Cette phrase m'a beaucoup aidée. Je me suis dit, finalement, tu es toujours Elisabeth, ce que tu étais, mais différemment, autrement, avec une stomie. J'aborde maintenant le dernier passage, c'est-à-dire parallèlement à mon aventure, que je vis depuis 13 ans, parallèlement à mon aventure et depuis 13 ans, j'ai accepté la mission de président de l'association Eurydico les stomisés de Franche-Comté, créée il y a 42 ans par monsieur le professeur Mention. Son rôle, il est évident, aider les patients qui à leur tour vont entrer ou sont entrés dans cette aventure stomie. J'ajoute que bien sûr, Eurydico, entre autres, milite de plus en plus activement. D'ailleurs, Raouchan le sait, on a travaillé avec elle la formulation de nos roll-up sur la prévention du cancer colorectal. Parce que on les aide à montrer que l'on peut vivre, on aide les nouveaux patients qui viennent à nous, on leur montre que l'on peut vivre normalement avec une stomie, on aide à reprendre confiance et assurance en soi, on les soutient, on les encourage, on accepte la nouvelle donne, on retrouve et aider à retrouver un équilibre émotionnel. Ça, c'est important parce que les émotions sont fortes au départ. Et surtout, ça, c'est vraiment le vrai surtout, éviter le repli sur soi et ou l'enfermement. Je signale, parce qu'il faut le dire, qu'il y a eu des progrès dans la prise en charge des patients et de leur suivi par l'hôpital et les cliniques, donc évidemment par tout le personnel, infirmier, etc. Et je vais avoir juste une phrase ou deux pour les infirmiers stomathérapeutes, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a maintenant une véritable écoute des patients et qu'ils sont suivis du début à la fin de leur aventure. Si on y ajoute l'aide incontournable pour un patient stomisé, je dis bien incontournable, d'une infirmière stomathérapeute. Il y a des moments difficiles après la pose d'une stomie. On ne peut pas vivre sans une stomathérapeute en tant que stomisé. Le choix des appareils, bon, Audrey, je trouve plus ton prénom, Audrey nous a expliqué son boulot, mais c'est vrai qu'il faut savoir que
le décollement d'une poche, c'est un moment de solitude à mourir. Les fuites, c'est très dur. Les conséquences de la radiothérapie qui vous colle des diarrhées infernales, tout cela, plus tous les bobos, elle l'a signalé, Joanie, autour de la stomie, et l'infirmière aussi. Excusez-moi, j'ai pas votre nom sous le nez. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas vivre sans une infirmière stomathérapie, et merci à elles toutes. Euh, une infirmière stomathérapeute, oui, bon, je suis un peu stressée. Alors, ainsi qu'avec l'aide de nous, Stomisés Contact de l'association, on peut rencontrer évidemment à leur demande. Ils sont prévenus par les chirurgiens et par les infirmières stomathérapeutes de notre existence. On peut réellement les aider. Nous sommes tous des stomisés à l'association et nous avons vécu le même bouleversement. C'est pour cela, et c'est la fin de l'échange, que nos échanges qui se veulent aidants sont crédibles et entendus par les patients rencontrés. Voilà. Il faut savoir que nous avons une adresse internet depuis un an, www.stomies, pour ceux qui ont le temps de le noter, stomies sans accent, petit-du-6 franche, petit-du-6 compte.fr. Et dedans, il y a tout. Voilà. Et merci à tout le monde. Merci, merci Madame Godot pour votre témoignage qui est très touchant et qui est très vrai. C'était important que vous preniez la parole au nom des patients. Euh, dans le, dans le chat, vous avez les coordonnées du CRCDC où vous allez pouvoir trouver toutes les informations, notamment celles que Raushan a évoquées. Il y a aussi le lien avec la vidéo je crois que c'est Madame Pelletier qui a parlé de cette vidéo, qui est effectivement une vidéo qui a été faite par l'INCa, l'Institut national du cancer, qui est une vidéo, j'allais dire remarquable dans la mesure où elle est très simple et par rapport à ce que Leïla disait sur le fait que ce test, c'est pas très facile, quoi. Puisque ça touche un peu à l'intime. Et donc, je trouve que cette vidéo, de ce point de vue-là, est plutôt très, très bien faite. Et puis, Clémence, peut-être vous demander, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat les coordonnées de l'association de Madame Godot, si vous les avez sous la main? Voilà. C'est Donc, fait. parfait, parfait. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Peut-être que si, je ne sais pas. Sabrina, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, pas de question. Pas de questions. Donc, est-ce que tout est clair sur peut-être dire un mot, Leïla, sur le fait que dans le cadre du programme que la CPTS développe, il y a bien sûr le fait de l'engagement des infirmières dans la remise de dépistage, mais il y a aussi toute une partie de notre programme qui vise à rejoindre les publics les plus précaires socialement, Mm. parce qu'on sait que ces publics ont parfois de la difficulté à adhérer aux mesures de prévention. On l'a vu pendant la crise Covid, notamment par rapport à la vaccination. Et donc, on va développer toute une démarche dans ce sens-là. Peut-être tu peux nous en dire un mot? Pour pouvoir vous expliquer pourquoi on a fait le choix du quartier des Clairs-Soleil, c'est suite en fait aux chiffres qui nous ont été donnés de par la cartographie. Nous nous sommes aperçus en fait qu'il y a des secteurs, des quartiers où il y a une population très précaire qui ne pratique pas le dépistage du fait de peut-être d'un on s'est posé plusieurs questions. Est-ce que c'est un manque de culture? Est-ce que c'est une question de pudeur? Voilà, plusieurs questions sont venues à nous parce que c'est vrai que dans ces quartiers-là, euh, ils sont moins sensibles à la cause, d'où le fait de nous installer, d'être quartier pilote sur le quartier des Cœurs-Soleil. Donc voilà, c'est vraiment ces quartiers les plus précarisés sur Besançon qu'on essaye de sensibiliser un maximum. Donc, une notion peut-être de culture, je ne sais pas. On s'est posé plein de questions. En tant que personne libérale dans mon secteur, j'ai déjà posé plusieurs questions à deux, trois personnes et j'ai toujours eu le même retour. C'est toujours le côté pudique. Et c'est aussi, je pense également, le fait d'un manque d'information.
ces deux points qui émergeaient le plus dans les réflexions que j'ai pu avoir de par ces personnes-là. Et surtout, la population masculine également, qui a du mal dans ces secteurs-là à pouvoir faire l'acte. D'accord. Donc, on va essayer de développer une démarche facilitatrice basée notamment sur les travaux autour de la littératie en santé pour rendre plus accessible et compréhensible la nécessité de réaliser ce test et que aussi les professionnels de santé puissent l'expliquer de manière relativement simple. Donc, on va s'appuyer sur des outils qui existent déjà, qui ont été testés dans plusieurs régions en France et on va essayer de le développer d'abord sur Clair-Soleil et ensuite dans les autres quartiers. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, Clémence, vous pourriez mettre les diapositives finales, je dirais. Donc voilà, donc pour revenir sur Mars Bleu, donc la CPTS de Besançon, Grand Besançon Métropole, va développer une action. Alors, ce n'est pas la seule action. Raushan a évoqué ce qui se fera sur l'ensemble de notre région. Donc, nous allons être présents dans la galerie commerciale de Château-Farine le 29 mars après-midi et le samedi 30 mars matin. Donc, s'il y a des professionnels de santé qui sont présents à ce webinaire et qui souhaitent s'associer à cette démarche, ils sont les bienvenus. Il suffit que vous nous contactiez sur par rapport à notre CPTS dont vous avez le mail sur la diapositive. Diapositive suivante. Donc, nos prochains webinaires, vous savez qu'ils ont lieu tous les troisièmes jeudis du mois, de 12h30 à 13h30. Donc, le prochain, ça sera le 15 mars, autour de la thématique des addictions. Et puis, le 19 avril, on parlera avec vous des nouveaux métiers de soins et de la santé qui ont émergé depuis quelques années. Donc, voilà les prochaines thématiques. Je voulais remercier bien sûr les intervenants qui nous ont présenté un petit peu ce qu'ils faisaient dans le domaine du dépistage du cancer colorectal. Et en particulier, un grand merci à Madame Godot pour votre témoignage. Et merci aussi aux participants. Et puis, eh ben, on vous souhaite un très bon après-midi, une bonne fin de semaine et à bientôt avec notre CPTS. Merci. Et je crois que Merci. nous avons terminé à peu près à l'heure. À bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.